Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview pour Cortex, donc au sujet de l'olfaction canine. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et ainsi que votre métier, s'il vous plaît? Alors moi je suis conducteur au sein de la compagnie Cynophile de Paris. Mon métier du coup je suis conducteur de chien de recherche Explo. Mon métier c'est de rechercher des explosifs ou dans des sites sensibles, de décontaminer des zones de des zones où on aura des personnalités qui vont se présenter ou un fort public. Et également de répondre un petit peu à la menace terroriste. D'accord. Donc vous travaillez, vous entraînez aussi les chiens à identifier ces différentes odeurs. Oui, tout à fait. Ouais. Tout ce qui est matière explo, on s'entraîne à ce qu'ils puissent les reconnaître. Dans l'article, on a pu expliquer que les chiens avaient une particularité, c'était qu'ils identifiaient et travaillaient les odeurs avec les narines de façon indépendante. Pareil au niveau du cerveau, donc la narine droite était indépendante de la narine gauche. Comment est-ce que vous faites pour travailler avec cette particularité et comment vous entraînez à ce niveau-là? Alors nous, on va travailler l'olfaction dans son terme général, hein. C'est-à-dire on va s'appliquer seulement à ce que le chien il ait une olfaction précise, c'est-à-dire qu'il ferme sa gueule lorsqu'on va le mettre au travail. Nous, ce qu'on veut, c'est que il puisse un chien qui va travailler gueule fermée, c'est bien plus facile qu'un chien qui va travailler gueule ouverte, où là on aura de la déperdition de produits et de qualité de nez. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une déperdition quand la gueule est justement ouverte? Parce que l'air il rentre à nous. Ce qu'on veut, c'est que en fait le chien, il va se servir de ses muqueuses olfactives pour dissocier un petit peu toutes les molécules. Du coup, là, vous avez l'air qui va rentrer dans le museau, et ça va rentrer dans la muqueuse olfactive où on a un labyrinthe ethmoïdal en fait. Donc l'air il va tourner, et on a des récepteurs à l'intérieur de ce labyrinthe ethmoïdal qui vont signifier au cerveau les cils olfactifs et tout, qui vont signifier là tu as la molécule de l'explosif, faut que tu marques là, c'est ce que tu recherches ici. Ah d'accord. On avait vu également aussi que donc un chien qui n'est pas un chien de travail pouvait mémoriser jusqu'à 10 odeurs pour une tâche. Donc un chien de travail, vous, de votre connaissance, combien d'odeurs il peut mémoriser pour une tâche et quel serait l'optimum justement pour ce qui est de l'explosif? Nous en explosif on part sur une base d'une petite vingtaine de produits, une petite vingtaine de produits au minimum. Et ensuite, avec de par ces 20 produits-là, vous avez déjà d'autres dérivés qui peuvent être mémorisés également. Et ensuite, des produits qui sont un petit peu mélangés d'autres endroits différents. C'est-à-dire que si vous avez un produit, un Semtex d'un certain endroit, on va avoir aussi un Semtex d'un autre endroit, mais ils ont une tension d'odeur qui sera différente. Et du coup, il faut que le chien soit capable de reconnaître tout ça. Donc, on a une quantité assez importante de produits à reconnaître par le chien. Mais s'ils ont une même base commune, Mhm. le chien, il va, ce qu'on va appeler, prendre le produit à l'insu, en fait. Il va se dire D'accord. ce produit-là, il me rappelle quelque chose, je le connais, je vais me poser parce que il y a une base du produit que je connais et du coup papa il m'a appris à un petit peu à marquer dans cette généralité de détection, donc du coup je marque. Voilà, on va enrichir la mémoire olfactive du chien. Donc ils identifient un groupe d'odeurs et pas une odeur précise. Parce que si quelqu'un, par exemple, si on entraîne un chien à identifier de l'acétone et que quelqu'un, pour X raisons, se trimballe avec de l'acétone, il va pas aller chercher la personne directement. Il faut que ce soit un groupe d'odeurs identifié. Voilà, si admettons, si moi je travaille, si mon chien il travaille sur l'acétone, par exemple de la marque Leroy Merlin, et que la marque Casto fait aussi un autre acétone, faut que mon chien il soit capable de reconnaître les deux acétones, même s'ils sont produits de laboratoires différents en fait. Donc faut que le chien il ait quand même une base, ce sera l'acétone, mais il faut qu'il puisse quand même élargir un petit peu son périmètre de détection. Voilà, Ah en oui, se d'accord. disant ouais c'est un produit similaire, bon bah je vais poser quand même.
Voilà, si par contre je travaille que sur l'acétone de Leroy Merlin, que ça, et un jour il passe sur l'acétone de Castorama, mais qu'il a un intérêt, mais que je fais comme si je voulais pas qu'il le marque. Si moi j'incite à ce qu'il ne le marque pas, bah mon chien il fera que l'acétone de Leroy Merlin et pas l'acétone de Castorama en gros. Voilà, pour schématiser. Donc en fait, les chiens sont obligés d'apprendre en continu. Ils peuvent pas juste après leur formation, entre Non, guillemets, non, non, s'arrêter ouais, d'apprendre. c'est du continu. C'est un chien, c'est de la formation continue parce qu'après vous avez beaucoup de paramètres à prendre en compte pour le travail du chien. Euh, c'est c'est pas le chien, ça peut être certes du binaire, si tu trouves tu gagnes, tu trouves pas tu gagnes pas, mais faut que le chien également il ait des petites variations, c'est-à-dire sur les hauteurs de produit, sur les densités, sur les tensions d'odeur, sur la profondeur du produit, tout ça, ça se travaille de jour en jour et avec des parasites à droite à gauche. C'est oui, c'est important que le chien il travaille tous les jours. Hmm. Justement, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de gagner. Donc en fait, les chiens, ils voient ça comme un jeu. Et il faut qu'il y ait une bonne entente entre le maître chien et le chien. Est-ce que la législation impose des règles ou des marches à suivre justement pour optimiser cette relation ou leurs conditions de travail aux chiens? Bah nous c'est ce qu'on appelle un petit peu la familiarisation. C'est ce on va s'attacher à ce que de toute façon si on veut que le chien il travaille bien, il faut que le chien il soit bien dans son binôme. Mhm. Son binôme, ça va être son maître, ça va être son référent. Et pour que le travail soit bien fait, il faut que les deux ils soient en totale symbiose. Donc à partir de ce moment-là, faut qu'il y ait une très bonne entente. Donc on va s'attacher déjà pendant 2, 3 semaines à ce que bah il y ait pas de la part du maître comment dire de réprimande, qu'on reste dans du positif maximum, de jouer, de prendre soin de lui, de s'occuper du chien tout simplement, de faire des grandes balades et tout, de toute façon parce qu'on a une relation qui s'installe pour pouvoir après travailler ensemble, pour que les deux ils puissent mutuellement se faire confiance aussi et que le chien ne se demande pas qui est-ce qui est derrière la laisse en fait. Oui, oui, oui. Et donc, est-ce qu'avec l'âge, comme les humains, les chiens ont leur odorat qui diminue en efficacité? Et si donc c'est le cas, à quel moment est-ce qu'ils partiraient en retraite parce que ça serait moins efficace pour tout ce qui est la détection? Non, après, il faudrait voir peut-être plus sur des études scientifiques, mais moi, le recul que j'ai sur les chiens âgés, on n'a pas du tout de problème d'olfaction, hein. On va plus avoir par contre des problèmes d'endurance. Euh, D'endurance, un jeune chien, il va pouvoir faire 20, 30 minutes facile. Sur après des chiens un petit peu plus âgés, bah, les 30 minutes, ça va peut-être un petit peu plus difficile de les avoir. Donc dans ces cas-là, on va adapter le travail du chien à son âge aussi. Et donc on va faire plus de coupures et tout, mais on garde une qualité olfactive qui reste la même. D'accord. Après donc nous les chiens après ils sont en reforme à 8 ou 9 ans. Après c'est sûr que j'ai jamais vu un chien travailler à 12 ans, donc je peux pas vous dire non plus. Peut-être qu'à 12 ans en effet, peut-être on a déjà on a le physique du chien forcément qui s'y prête pas non plus parce qu'on va lui demander de faire des sauts, d'aller beaucoup plus vite et tout. Donc bon, au bout d'un moment, oui, parce que comme toute personne humaine et comme tout animal, vient l'âge un petit peu de la retraite aussi. Oui. Faut savoir se poser. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous pourriez brièvement nous dire comment est-ce que vous avez choisi ce métier-là et quel serait le parcours à faire si quelqu'un d'extérieur souhaiterait devenir maître chien au niveau de l'explosif? Bah, du coup, faut rentrer d'abord en école de gardien de la paix. Il faut passer son concours de gardien de la paix. Ensuite, vous êtes affecté dans un commissariat. Ça rapprocher ensuite d'une unité SINO, savoir quels sont les tests de recrutement de cette unité SINO. S'ils ont des tests ou pas. Et après, en fonction de ça, vous faites un stage dans leur unité. Vous avez des tests à passer pour être pris au CNFUC, donc Centre national de formation des unités cynotechniques. C'est des tests physiques qui vous permettront de rentrer ensuite en formation sur 3 mois et demi pour la formation Explo. Et après, lors de cette formation Explo, vous avez une évaluation de mi-stage et une évaluation de fin de stage avec votre chien qu'on vous aura attribué.
D'accord. Et il y a des évolutions derrière ou des passerelles qui sont possibles? Après, vous pouvez passer, vous êtes conducteur, vous pouvez passer dresseur et ensuite moniteur. Voilà, c'est c'est 3 mois de stage, 3 mois de formation à chaque fois et faut après avoir comment dire, un petit peu de boutique, on va dire. Eh bien, super, je n'ai plus de questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou une information qu'on aurait pu oublier de mentionner qui serait intéressante? Non, bon, je pense que si vous avez fait le tour, c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps et pour cette interview. De rien.